m'appelle Clarisse Sand, je suis avocat au barreau de Paris depuis presque 15 ans maintenant. J'ai été très active en fait dans la gestion de la défense des libertés dans le cadre de cette crise sanitaire. Et on a fait ça avec un collectif d'avocats, pas seulement parisiens, d'avocats qui sont aussi dans le sud de la France, et des avocats aussi à l'étranger. Et on a mené un combat qui est un combat qui est assez qui n'est pas forcément très audible aujourd'hui, puisqu'en fait le cœur de la crise sanitaire s'est focalisé sur les problématiques de santé. Pour autant, la notion de santé est forcément toujours contrebalancée par le cadre juridique dans lequel on exerce les différents pouvoirs du gouvernement, qui est cet état d'urgence qu'on a depuis un certain nombre de mois désormais. Et nous, on est là, en tant qu'avocats, à surveiller ce cadre juridique qui a fortement restreint les libertés individuelles. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut se rendre compte, et c'est toute la complexité d'une situation qui perdure, d'une situation qui enfreint les libertés sans que personne véritablement ne s'en préoccupe aussi fortement qu'un avocat. Pourquoi? Parce qu'un avocat, tout simplement, c'est son cœur de métier. Le cœur de métier, quand on prête serment, c'est effectivement on défend les libertés des individus. Donc on a travaillé sur ce sujet-là, on a fait énormément de référés pour tout un tas de personnes et de secteurs, notamment beaucoup sur les restaurateurs, et ça a été un vrai sujet. Les discothèques, les personnes qui ne souhaitaient pas porter le masque en extérieur, les personnes qui ne souhaitaient pas subir de couvre-feu ou de confinement. Ça a été un combat qui s'est mené en plusieurs vagues, avec les vagues de confinement et de reconfinement successifs, et qui a mené à un combat devant la plus haute juridiction française, qui est le Conseil d'État. Et ça a été et ça reste un combat extrêmement compliqué, puisqu'effectivement, comme vous avez tous pu le constater, c'est que le Conseil d'État a tendance à suivre, ou en tout cas à valider les positions du gouvernement, par le biais des avis du comité scientifique. Et que les seules mesures ou les seules ordonnances du Conseil d'État qui ont été plutôt favorables, c'était sur des sujets qui s'étaient vraiment très peu importants en termes de liberté individuelle. Il y a eu les parcs et jardins de mémoire, il y a eu les cultes, alors on ne peut pas me dire que ce n'est pas une liberté importante, mais il y avait des libertés beaucoup plus primaires, comme la liberté d'aller et venir, la liberté, les droits de propriété, qui, elles, ont subi véritablement un veto de la part du Conseil d'État. Et cette situation nationale est aujourd'hui extrêmement compliquée et fait que le Conseil d'État aujourd'hui est vraiment le Conseil de l'État. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui s'est un peu, on va dire, renforcé avec l'effet de cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, on est sur des terrains qui sont au-delà de l'aspect national, donc plus sur des problématiques supranationales qui sont en train de se mettre en place au sein de la profession et en tout cas pour ceux qui travaillent sur le sujet. Nous avons, dans le cadre des différents référés ou toutes les actions que nous avons pu porter devant la juridiction, donc le Conseil d'État, nous est opposé à chaque fois les avis du comité scientifique. Se pose la question de est-ce que l'avis du comité scientifique tel qu'il est publié sur le site de Santé publique France ou santé.fr, je ne sais plus, quels sont les actes préparatoires qui ont mené à cet avis qui a été rendu public, d'autant que les lois d'état d'urgence qui sont promulguées de manière assez réitérée depuis le début de mars 2020 le sont sur avis du comité scientifique. Et donc on a creusé la question en se disant mais par quel biais on peut récupérer effectivement les informations permettant de contre-argumenter devant le Conseil d'État et d'avoir un débat éclairé. Parce que le Conseil d'État n'est pas un comité d'experts. Il y a un comité d'experts juridiques mais pas scientifiques. Nous-mêmes en tant qu'avocats, nous ne sommes pas des experts scientifiques. De sorte qu'on avait besoin d'avoir des éléments supplémentaires. Et on est allé fouiller dans effectivement ce site du comité scientifique et on s'est rendu compte qu'ils avaient donc effectivement un règlement intérieur comme tout comité d'experts sanitaires. Dans ce règlement intérieur,
il est indiqué que le comité scientifique est soumis à la charte de l'expertise sanitaire et est donc soumis à un certain nombre d'éléments du Code de la santé publique qui obligent, dans le cadre de la notion d'impartialité en fait, du comité d'experts, à une déclaration de conflit d'intérêts. On en a beaucoup entendu parler parce que c'est pas si clair et si facile d'aller récupérer les déclarations d'intérêt des membres du comité scientifique. Ça peut faire l'objet d'un autre débat, mais c'est quelque chose qui est important. Et également sur la notion de publicité des débats. Les délibérations qui l'ont amené à cet avis qui a été rédigé par les membres du comité scientifique. Et cette manière de le récupérer, c'est très simple. Tout citoyen peut aller faire une procédure qui est la suivante, qui est je vais demander à l'autorité administrative auquel est rattaché le comité scientifique d'avoir accès à ces éléments. N'importe qui pouvait le faire. C'est-à-dire nous, en tant qu'avocats, on l'a fait, mais on l'a fait en fait pour pouvoir nourrir nos dossiers. Mais vous auriez pu le faire, voilà, n'importe qui aurait pu le faire. Et donc cette demande a été faite au mois de septembre 2020. Auprès du ministère de la Santé et des Solidarités. Et une fois que cette demande a été effectuée, on attend. Alors on s'est dit, on ne va pas avoir de réponse. On a quand même eu une réponse au mois d'octobre 2020, avec une réponse qui est assez incroyable et auquel on ne s'attendait pas. On s'attendait plutôt à on ne vous communique pas les informations, mais elles existent. Non, on a eu une réponse du ministère de la Santé, c'est les documents que vous demandez, donc compte rendu de réunion, retranscription des débats, liste des experts externes qui ont été sollicités et sur lequel on ne l'a pas fait de manière anodine, c'est que le règlement intérieur le prévoit, mais surtout que M. Delfrécy, lors de son audition devant la commission d'enquête, avait clairement expliqué qu'il avait fait appel à des experts externes, notamment des économistes, de sorte qu'ils existent bien. Tous ces éléments qu'on avait demandés n'existent pas. Alors on est resté un petit peu sur une situation où on était un peu étonné, pour ne pas dire un peu subjugué par une réponse aussi on va dire, claire que celle-là. Et donc on s'est dit, on va aller au-dessus. Donc quand on a un refus de l'autorité administrative, on va voir cette fameuse CADA, qui est cette commission d'accès aux documents administratifs que tout citoyen peut solliciter. Et donc on fait la demande le lendemain de ce refus du ministère. Et là encore, on se dit, la CADA, peut-être qu'elle ne se prononcera pas. Ou en tout cas qu'elle mettra un certain temps à se prononcer. Il s'avère qu'on n'a pas, on a fait en sorte de rester dans une situation de relation avec la CADA pour éviter que cette demande se perde dans les limbes des demandes de communication et d'accès de documents. Et le 31 décembre, ou un petit peu avant le 31 décembre, on les a rappelés en disant, attendez, vous avez eu apparemment une commission qui s'est prononcée avec un rapport qui s'est prononcé le 10 décembre, pourquoi cet avis ne sort pas? Donc pour des raisons de calendrier, etc., on a eu seulement cet avis le 10 janvier. Et ce sur quoi, le 10 janvier, sur instruction de la CADA confirme la position du ministère de la Santé nous indiquant que ces documents n'existent pas. Et ça, cette position ou cette réponse qui a été donnée par la CADA contrevient totalement au texte réglementaire qui oblige tout comité scientifique, pour des raisons d'impartialité, de retranscrire les débats. Donc là, on a un vrai problème de légalité qui finalement pose une question extrêmement large. C'est de se dire si les avis ne sont pas faits dans la légalité au sens du Code de la santé publique, ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises sur avis du comité scientifique, qui n'est pas obligatoire en soi puisqu'il est consultatif, mais il n'est pas en tant que tel facultatif. C'est-à-dire que pour proroger l'état d'urgence sanitaire, par exemple, c'est sur avis conforme du comité scientifique. Dans cette situation-là, ça voudrait dire qu'il y a un irrespect des règles et donc il y a une illégalité des textes qui ont été pris. C'est une question qui a été soulevée, entre guillemets, de manière assez claire par plusieurs députés mercredi dernier lors de la prorogation de l'état d'urgence. Ce sur quoi Olivier Véran a répondu en disant mais si on commence, je ne sais plus quel est exactement le terme,
mais est un terme assez aussi étonnant d'un point de vue légal. C'est si on commence à vouloir donner tous les éléments aux parlementaires, on n'en finit pas. Donc on en est là aujourd'hui. Cette situation, elle ne s'arrêtera pas là, au sens qu'il va bien falloir poursuivre en fait une action sur ce point de vue-là. Et ça pose effectivement un vrai problème, c'est-à-dire d'accès à l'information d'un comité scientifique qui régit la vie des gens aujourd'hui, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que même si effectivement on considère que le comité scientifique n'est pas là pour prendre une décision, il influe inévitablement sur les décisions gouvernementales. Et ceci est d'autant plus important et même prégnant pour nous dans notre matière en tant qu'avocat, c'est qu'il influe, indéniablement sur les décisions du Conseil d'État, qui est le pouvoir judiciaire qui est censé contrôler effectivement les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc on a un problème extrêmement sérieux. Donc on essaye aujourd'hui de pouvoir poursuivre et je pense qu'effectivement ça pourra mettre en difficulté à un moment donné le gouvernement sur ce point de vue-là. Alors, il faut distinguer plusieurs sujets. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire un peu de pédagogie juridique. Et je sais que c'est compliqué dans ce millefeuille législatif. Je pense qu'il faut aussi se remettre en contexte. Le premier état d'urgence a été pris dans l'urgence. On est bien d'accord. Ça a été pris. Et d'ailleurs, pour quelque chose qui est assez étonnant et qui manque pas de panache d'un point de vue des décisions qui ont été prises par le gouvernement, c'est que souvenez-vous, quand on a fermé, quand il y a eu la décision, la première allocution présidentielle, je crois que c'était le 16 ou le 14 mars de mémoire, quand Emmanuel Macron s'est prononcé pour la fermeture de la totalité des magasins, etc., et qu'il y avait un confinement général. À ce moment-là, la loi d'état d'urgence n'a pas été votée, puisque c'était voté le 23 mars. Et en tant qu'avocat, on a été, pour nous, c'était une déflagration en fait du système judiciaire et législatif tel qu'il existait. C'est-à-dire que comment peut-on demander aux gens, effectivement, de se retrouver dans une situation où on vous exproprie, parce que c'est ça, d'exproprier de votre droit de propriété pour ceux qui travaillent, et qu'on vous confine dans une situation où vous n'avez pas encore demandé au Parlement de valider une loi pour ce faire, donc ce fameuse loi d'état d'urgence. Donc ça a été fait comme ça au départ. Ça a été fait dans l'urgence. Il y a un problème de légalité déjà des dispositions qui ont été prises avant même de prendre cette loi. Et désormais, on proroge effectivement avec un contrôle parlementaire qui est vraiment très a posteriori et sur lequel vous avez plus l'impression d'une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Alors, les discussions et la dernière discussion qui a eu lieu là sur la validation d'une prorogation du projet de loi à l'Assemblée nationale, elle est assez affligeante d'un point de vue des libertés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on discute de ce sujet, c'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est quelque chose qui doit être effectivement pérenne et qui va se poursuivre tant qu'ils n'auront pas trouvé de solution. Il y a un événement sur l'état d'urgence qui est beaucoup plus fort que ça et beaucoup plus grave que de se dire on poursuit cet état d'urgence. Et jusqu'à quand on va le poursuivre? C'est ce fameux projet donc que j'ai entre mes mains qui est ici, qui est instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Ce projet de loi a été déposé par le Premier ministre le 21 décembre 2020. Et il y a eu au tout début de l'année, effectivement, M. Véran qui est intervenu devant les plateaux en disant on va retirer ce texte pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour, puisqu'effectivement ça avait fait une bronca totale en disant vous demandez à faire voter un projet de loi aussi important que celui-là en procédure accélérée pendant les périodes pendant les vacances de Noël. En disant finalement non, c'est pas du tout à l'ordre du jour et donc on le remet sous le tapis, on le ressortira plus tard. Il s'avère qu'on va le ressortir très rapidement puisque très récemment, mercredi, le rapporteur de la loi sur cette prorogation, on va dire momentanée du régime d'état d'urgence, s'est dit que on le remettrait sur le tapis d'ici avant la fin de l'année. Et là, je pense que tout citoyen doit à un moment donné se plonger dans la loi, même si c'est insupportable, sauf pour les avocats que nous sommes, et de se dire, je vais prendre un petit peu du temps sur ma soirée ou sur ma journée ou bref, sur mon temps libre pour lire ce projet de loi qui dépasse l'entendement d'un point de vue juridique. Pour nous, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est une déflagration totale des libertés. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui avec la crise sanitaire,
c'est pas une nouveauté en tant que telle. C'est-à-dire que nous, on a vécu les différents états d'urgence qui étaient liés au régime, toutes les problématiques terroristes. Et donc le citoyen lambda n'a pas vu ça, ces régimes d'exception qu'on a mis en place. Donc je ne parle pas des anciens régimes d'exception avec la guerre d'Algérie, etc. Je parle depuis 2015 des premiers états d'urgence qui étaient très localisés, que ce soit au niveau géographique ou que ce soit sur le ciblage des populations. Là, on est sur un état d'urgence qui aujourd'hui est sanitaire, mais qui demain pourra être totalement autre chose. Et aujourd'hui, ce projet de loi qui est sur la table, c'est de dire, bah, je pourrais éventuellement restreindre les libertés pour chaque menace grave, et là on va rentrer dans le débat, que je considérais moi, gouvernement, comme grave, puisque le Conseil d'État dit qu'il n'y avait pas besoin de donner de définition, pas forcément en dehors du champ sanitaire. Quand on a un tel projet de loi, le Conseil d'État donne un avis. Et donc il y a eu un avis qui a été rendu le 21 décembre par le Conseil d'État. Et là, je vais vous le lire, parce que ce nouveau projet de loi instaure deux dispositifs. Un régime d'état d'urgence remanié tel qu'on le connaît pour être considéré comme plus souple, et un régime d'état de crise, qui est un régime légal qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Juridiquement, un régime d'état de crise, ça ne dit rien à personne, et ça ne dit rien non plus aux hommes de loi. C'est un nouveau régime qui pourra soit devancer un état d'urgence, soit se faire concomitamment ou successivement à un état d'urgence, et qui viendra gérer pour prévenir une éventuelle menace grave. Et donc on se dit, c'est quoi la menace grave? Est-ce que c'est encore le Covid? Est-ce que c'est encore une nouvelle épidémie? Et là, vous allez fouiller dans l'avis du Conseil d'État sur l'état de crise sanitaire. Sanitaire n'a que deux noms. Suppose une menace grave ou une situation sanitaire grave. Pour le Conseil d'État, il n'apparaît pas opportun d'assortir des critères de définition pour éviter d'entraver l'action nécessaire des pouvoirs publics face à une crise d'une nature nouvelle. Donc en gros, le Conseil d'État est en train de valider une loi sur un régime pérenne d'état d'urgence en disant ne donnons pas de définition légale de l'état d'urgence ou de la menace grave pour que les pouvoirs publics puissent avoir la liberté de la définir eux-mêmes. Et là, nous avons des exemples, après, qui sont donnés à titre purement indicatif, mais qui ont quand même leurs effets. Ces menaces ou ces situations peuvent résulter d'événements très divers, épidémie mondiale, donc qui fait référence à la crise du Covid-19, nationale ou locale, donc ça voudrait dire qu'on pourrait faire des états d'urgence ciblés sur l'État français, virgule, des accidents nucléaires ou industriels. Donc on pense par exemple à l'accident de Rouen qu'on a vécu il y a quelques temps, tremblement de terre ou attentat. Et donc là, on se rend compte que le Conseil d'État est en train de valider un projet de loi qui va au-delà du simple risque ou de la simple crise sanitaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer juridiquement la totalité d'un monde où l'état d'urgence ou l'état de crise qui est en fait donne des prérogatives et des pouvoirs exceptionnels au gouvernement va être considéré comme pouvant être finalement mis en avant ou en tout cas sorti comme une espèce de boîte à outils immédiatement à chaque définition d'une menace grave dont personne ne maîtrise le sujet. D'un point de vue des libertés fondamentales, c'est gravissime. C'est gravissime et surtout, ça contrevient à tout ce que la France, mais comme d'autres pays de l'Union européenne, ont signé en termes de traités de l'Union et sur lesquels ils se sont engagés en termes de liberté fondamentale. Alors le français est très europhobe. Il ne supporte pas effectivement qu'il y ait cette Cour européenne des droits de l'homme ou cette Cour de justice qui vienne effectivement s'ingérer dans une politique ou en tout cas dans la gestion d'un État. Pour autant, l'État français, comme tous les pays de l'Union européenne, sont débiteurs vis-à-vis des citoyens des droits et libertés qu'elles se sont signées et qu'elles se sont engagées à protéger. Et toute la difficulté, c'est de se dire si on crée un régime pérenne d'état d'urgence tel que celui-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment je pourrais démontrer que telle restriction de liberté est nécessaire, utile, proportionnée? J'aurai aujourd'hui un argument qui sera toujours celui de oui, mais moi je considère que là l'objectif à valeur constitutionnelle du droit de la santé ou l'objectif à valeur constitutionnelle de la lutte contre le terrorisme ou l'objectif à valeur constitutionnelle de la protection fait que je restreins vos libertés.
La proportionnalité, on voit bien que le Conseil d'État considère qu'elle elle n'est pas dans la discussion aujourd'hui dans la crise sanitaire. Créer un texte comme ça, qui pourrait être dans les mains de n'importe quel homme politique demain, est extrêmement dangereux pour les libertés de tout un chacun. Et le pire, c'est que dès lors que c'est validé par le Conseil d'État en amont, et que la seule manière de pouvoir combattre effectivement ou contester une position d'état d'urgence qui pourrait être quelque chose qui pourrait être extrêmement continu dans le temps, serait par la voie d'un recours juridictionnel devant le même Conseil d'État qui l'a validé en amont. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a une situation qui est d'une violence d'un point de vue juridique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce texte a été utilisé par les médias, on en a beaucoup parlé, sur un passeport vaccinal. C'est l'un des articles, ce n'est pas le sujet de ce texte. Le sujet de ce texte n'est pas de se dire attention, attention, pour pouvoir entrer dans un magasin quelque part, je devrais montrer un passeport. Ou pour prendre un transport, je devrais montrer un passeport. Ce qu'il y a de plus dangereux dans ce texte, c'est l'objectif de ce texte dans sa globalité. Et ça, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Il faut véritablement que toutes les, on va dire que les citoyens se réveillent un peu un jour et se disent attention, il faut que je m'intéresse un peu plus à ce qui se passe. Et Dieu sait que c'est compliqué effectivement dans ce contexte, mais c'est ça le danger. Le passeport vaccinal, c'est un sujet qui est pour moi collatéral.